Quels combattants de l'UFC ont le plus de Dana White Privilege? Donc le Dana White Privilege, c'est un concept qui est vraiment très intéressant parce que ça correspond simplement à l'amour que Dana White il a envers toi. Et je pense que c'est un sujet qui est plutôt intéressant ces temps-ci parce que Dana White, on l'entend vraiment dans beaucoup de polémiques ces temps-ci par rapport à un certain combattant dont on va parler un petit peu plus tard. Et donc aujourd'hui, on va tout simplement dresser une liste de plusieurs combattants et on va donc les classer selon moi afin de voir qui est le plus apprécié par Dana White et qui est le plus détesté par Dana White. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce que, à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou va venir chez toi à 2h du matin pour te faire le coup du marteau. Et on va commencer tout d'abord par le premier combattant qui est Israël Adesanya. Donc selon moi, est-ce que Adesanya, il a le Dana White privilege? Est-ce que Dana White, est-ce qu'il est dans les bonnes faveurs de Dana White, ce bon vieux Adesanya? Donc Adesanya, je vais pas mentir, je vais pas vraiment trop mentir sur ce sujet. Adesanya, il est plutôt privilégié par Dana White. Je veux pas dire qu'il est super privilégié non plus, parce que honnêtement, dans cette liste, il y a de ces combattants que ça se voit, c'est sûrement le neveu de Dana White ou un truc comme ça. Mais ouais. Donc Adesanya, pourquoi est-ce que je dis que selon moi, il est plutôt privilégié? C'est tout simplement parce que Adesanya, il y a des moments où tu peux te dire que ouais, quand même, Dana White, il l'aimait bien quand même. C'est comme par exemple, très récemment, lorsque Adesanya il s'est fait battre par Strickland et que vraiment il a subi une domination totale sur 5 rounds et qu'il s'est vraiment fait démonter. Et que en plus de ça, Adesanya il décide d'arrêter de se battre pendant quasiment un an. Et que dès qu'il est revenu, on lui a automatiquement donné un title shot alors qu'il avait perdu son combat précédent. Donc ça a vraiment fait capter aux gens que Adesanya c'était genre il est plutôt privilégié par Dana White parce que je peux te promettre qu'il y a vraiment beaucoup d'autres champions que bien qu'ils étaient dominants dans leur catégorie, on ne leur a pas donné le même traitement, tu vois. Comme par exemple Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski, lui, même si, bon, on parlera de lui un petit peu plus tard, mais lui, même si il a vraiment été super dominant, il n'a pas perdu depuis 2016, mais dès qu'il a perdu sa ceinture, là directement, on lui a fait, bon, ok, allez, maintenant tu vas devoir remonter, genre, maintenant tu vas devoir attendre par exemple que Topuria se batte contre Holloway et tout, là tu peux pas directement avoir un rematch. Et c'est pas sûr qu'il va avoir un rematch juste après Holloway contre Topuria. Donc, ouais, c'est ça le truc. Donc, Adesanya Hakem, il est plutôt privilégié, on va pas se mentir. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, je vais pas dire qu'il est détesté par Dana White, pas totalement, mais je dirais qu'il est vraiment sous-apprécié, tu vois. Parce que, un truc qui est important, c'est quand même que Dana White a vraiment réussi à marketer Georges Saint-Pierre à un certain niveau, mais genre simplement en suivant son palmarès. Mais lorsque tu vois Dana White, tu vois très bien qu'à l'époque où Georges Saint-Pierre était un champion, Dana White, il le critiquait vraiment très souvent. Et ça, c'est un truc que jusqu'à présent, j'ai pas vraiment trop compris c'était quoi le projet. Mais Dana White l'a vraiment beaucoup critiqué, Georges Saint-Pierre, lorsqu'il était champion. Comme par exemple, je peux donner l'exemple d'après son combat contre Johnny Hendricks, lorsque Georges Saint-Pierre, il a pris pas sa retraite, mais genre, il s'est retiré des sports de combat pendant quelques temps. Et pendant toute cette période, Dana White était vraiment en train de faire un forcing on disant que ouais, Georges Saint-Pierre, on peut pas le considérer comme le meilleur combattant. Et également, il disait des trucs en mode ouais, même lui, il avait l'impression que Johnny Hendricks a gagné ce combat et, non, et tout ça. Après ça, lorsque Georges Saint-Pierre devait revenir pour affronter Michael Bisping pour prendre sa deuxième ceinture, Dana White était vraiment en désaccord avec ça, ce qui peut être justifié parce que Dana White l'avait capté que Georges Saint-Pierre allait venir battre Michael Bisping, prendre la ceinture et la rendre vacante, ce qui servait quasiment à rien. Mais Dana White a vraiment fait de la contre-promotion sur Georges Saint-Pierre pendant tout ce temps. Et ouais, un autre truc qui est intéressant à voir, c'est que jusqu'à cette heure-ci, tu vois, Dana White, il est en train de faire un forcing inversé sur Georges Saint-Pierre un petit peu de la même façon que lorsqu'il était en train de parler dans le podcast de Kamaru Usman et de Henry Cejudo, dans lequel il était littéralement en train de dire que le meilleur welterweight de tous les temps, c'est Kamaru Usman, et il parlait comme si Georges Saint-Pierre n'a jamais existé. Alors que si on reste honnête, on va se rendre compte que je ne te parle même pas du meilleur combattant de tous les temps, mais je veux dire, je ne te parle même pas du meilleur welterweight de tous les temps, mais selon moi, le meilleur combattant en général de tous les temps, en tout cas à l'UFC, c'est clairement Georges Saint-Pierre. Euh, Dès que je commençais à parler du meilleur combattant de tous les temps, il a fallu qu'il ramène sa tête. Genre automatiquement. Dès que j'ai parlé du meilleur combattant de tous les temps, il a fallu qu'il ramène sa tête. John Jones. John Jones, super privilégié les gens. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Honnêtement, sur celui-là, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Genre, John Jones, il est super privilégié par Dana White. Je peux donner vraiment beaucoup d'exemples. Tout d'abord, John Jones, il s'est fait attraper, genre je pense 3 fois ou 2 fois, il faudra que je check, pour utilisation de stéroïdes. Et Dana White l'a laissé revenir comme si de rien n'était. Alors que je peux te donner par exemple Nick Diaz.
dont on va parler un petit peu plus tard. Nick Diaz, que lui, il s'est juste fait attraper pour fumer de la marijuana et on l'a suspendu pendant 5 ans. Alors que je pense que c'est plus dangereux de se battre contre un combattant qui prend des stéroïdes que de se battre contre un combattant qui prend de la marijuana. Donc, c'est pas logique. Selon moi, John Jones, depuis ce moment, il aurait dû se faire virer de l'UFC. Également, avec tous ces scandales extra-sportifs, genre, il n'y a jamais vraiment eu de problème, il n'y a jamais vraiment eu de répercussions graves dans l'UFC. Également, toutes les fois qu'il a refusé de prendre des gros combats, même comme par exemple quand il a refusé de se battre contre Chael Sonnen et qu'il a causé l'annulation d'un gros événement de l'UFC, il n'y a quasiment pas eu de problème. Également, je peux te donner quoi d'autre comme exemple. Oui, exactement. Lorsque John Jones a littéralement relocalisé, ou plutôt je devrais dire poussé Dana White à relocaliser un événement entier, tout simplement parce que John Jones s'est fait attraper parce qu'il a utilisé les stéroïdes. Ça également, c'est un gros problème, mais il n'a pas vraiment eu de grosses répercussions sur ça. Donc ouais, et en plus de ça, je ne pouvais pas en parler sans parler de ce qui est en train de se passer ces temps-ci. Ces temps-ci, Dana White a vraiment lancé une longue campagne tout simplement pour faire comprendre à toutes les personnes sur Terre que John Jones est le meilleur combattant de tous les temps. On sait très bien pourquoi Dana White fait ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais je peux te résumer ça de manière assez rapide. Dana White a envie que l'on dise que le meilleur combattant de tous les temps, c'est John Jones, en bonne partie pour contrer le fait que, comment dire, le meilleur combattant, déjà, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce soit dans la boxe ou dans quasiment tous les sports de combat, on va toujours attribuer le meilleur combattant à un combattant qui est dans la catégorie de poids la plus lourde. Et le problème qu'il y a, c'est que depuis quelques années, dès que Francis Ngannou il est entré à l'UFC, tout le monde était en mode ouais, Francis Ngannou, it's the baddest man on the planet. Genre, c'est le gars le plus dur à cuire, genre, c'est le plus méchant, c'est celui qui peut te mettre KO en une seconde et tout. Et ouais, quand Francis Ngannou, quand il est venu à l'UFC, tout le monde était en mode ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Après, il est parti de l'UFC, on va reparler de Francis Ngannou un peu plus tard également. Après, il est parti de l'UFC et là, l'UFC s'est retrouvé sans baddest man on the planet. Et c'est là que Dana White a vraiment voulu faire en sorte que John Jones puisse monter chez les heavyweights, prendre la ceinture à Cyril Gane et vraiment marketer John Jones comme ce combattant qui est le plus dur à cuire. Mais en bonne partie, je peux juste te dire que Dana White, s'il fait tout ça, c'est tout simplement pour contrer un petit peu l'absence de Francis Ngannou, aussi bizarre que ça puisse paraître. Colby Chaos Covington, un de mes combattants préférés, même si ça fait bizarre de dire ça parce que genre il est détesté à juste raison. Colby Covington aussi, il est plutôt privilégié. Bon, les gars, moi, en vrai, genre, quand je suis en train de faire cette vidéo, moi, je me disais qu'il y aurait vraiment beaucoup de combattants qui seraient entre sous-appréciés et détestés. Mais là, c'est comme si je suis en train de sortir une liste où il y a quasiment que des combattants qui sont plutôt privilégiés par Dana White. Mais en tout cas, Colby Covington, je pense que c'est assez évident. J'ai l'impression que la raison pour laquelle il a vraiment été privilégié par Dana White, c'est à cause du casier judiciaire qu'il menaçait de faire à l'égard de Jorge, j'ai failli dire de George, à l'égard de Jorge Masvidal, tout simplement parce que Masvidal, il a attaqué Colby en traître, donc il l'a attaqué à l'extérieur de l'octogone, et Colby, il a menacé d'attaquer Masvidal en justice, mais Dana White, il était un petit peu entre les deux, et il était en train d'essayer de jongler entre les deux pour essayer de calmer les tensions, et c'est la raison pour laquelle Colby, il a vraiment eu des opportunités de fou parfois dans l'UFC. Très récemment également, son dernier combat, lorsqu'il se battait contre Leon Edwards, lorsque Leon Edwards était champion. Les gars, vous savez pas à quel point ça me libère parfois de me rappeler tout simplement que Leon Edwards n'est plus champion en fait. Genre Leon Edwards n'est plus champion de l'UFC. Donc lorsque Colby Covington se battait contre l'ex-champion de la catégorie welterweight de l'UFC en la personne de Leon Rocky Edwards. Donc ça c'était également une opportunité que Colby ne méritait clairement pas. Parce que si je me souviens bien, la dernière fois qu'il s'était battu, à ce moment, vu qu'on était en 2023, c'était 2 ans en arrière. Et c'était donc en 2021. Si je me souviens bien, ouais, c'était exactement dans son combat contre Masvidal qu'il avait gagné par décision. Donc si tu regardes, avec les 2 ans de pause, il ne méritait clairement pas un title shot automatique contre le champion. Mais il l'a quand même obtenu tout simplement parce que c'est un bon ami de papa Dana White, tu vois. Ensuite, on a Islam Makhachev. Islam, j'ai l'impression que vous tous, vous dites que c'est neutre. Genre que Islam, ouais, Islam, il n'est pas privilégié par Dana White ni rien. C'est ça que tu penses. Laisse-moi te dire que c'est faux. Islam, il est plutôt privilégié par Dana White. Mais honnêtement, dans la liste des combattants en mode plutôt privilégié, j'ai vraiment l'impression que c'est le combattant le moins privilégié de cette liste de combattants plutôt privilégiés. J'ai vraiment beaucoup de fois dit privilégié dans cette phrase. Mais je vais te le dire une fois de plus. Privilégié. Donc, Islam Makhachev, selon moi, pourquoi est-ce qu'il est privilégié? C'est tout simplement parce que lorsque tu regardes par exemple un champion comme Aljamain Sterling qui se battait 2 fois par an, il était vraiment allumé de partout par Dana White. Dana White allait le critiquer en mode ouais, Aljamain Sterling il n'est pas actif.
excuse-moi. Il fait exactement pareil. Islam Makhachev fait exactement pareil. Également, Islam Makhachev, il a vraiment beaucoup de restrictions en mode il ne se bat pas pendant le ramadan. Je peux rien dire sur ça. Également, il y a le fait que Islam Makhachev, également, il décide de se battre tout simplement à Abu Dhabi. La majeure partie du temps, la majeure partie de ses combats, à part son dernier seulement contre Dustin Poirier, mais la majeure partie de ses combats, à chaque fois qu'il faut que Islam Makhachev se batte, il faut que l'on soit à Abu Dhabi. Donc à partir d'un certain moment, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un gros privilège. Je sais pas c'est quel son qui s'est lancé. Donc Islam Makhachev est assez privilégié. Thomas Final, il est sous-apprécié de ouf. Vraiment sous-apprécié Thomas Final. Parce que récemment même en interview, Dana White, il a clairement dit, et ça m'a choqué qu'il dise ça, il a clairement dit Tom Aspinall ne mérite rien. Je vais te rappeler un petit peu Tom Aspinall, c'est qui? Tom Aspinall, c'est la personne qui a pris le combat contre Sergei Pavlovich, qui était à l'époque le poids lourd le plus dangereux de la planète, en short notice. Parce que John Jones s'est blessé, il ne pouvait pas affronter Stipe Miocic. Tom Aspinall, il vient et il plie le poids lourd le plus dangereux de la planète en 2 minutes chrono. Tom Aspinall devient champion de la catégorie des heavyweight. Champion intérimaire, pardon. Étant donné que Tom Aspinall, il est champion intérimaire de la catégorie des heavyweight, la suite logique, c'est ce qui s'est toujours passé dans l'UFC. Le champion intérimaire affronte le champion undisputed et il devient champion undisputed. Mais comment te dire que Thomas Aspinall, il est tellement sous-apprécié par Dana White que Thomas Aspinall a dû défendre sa ceinture intérimaire contre Curtis Blades. Et ça, même pas pour obtenir un title shot contre John Jones, mais ça pour qu'on dise que, maintenant Thomas Aspinall, il devrait être en mesure d'affronter le vainqueur de John Jones contre Stipe Miocic. Alors que John Jones contre Stipe Miocic, ça a vraiment été marketé de base comme un combat de retraite. Un combat en mode, les deux vont s'affronter, après ils partent à la retraite, tu vois. Donc vous êtes littéralement en train de gâcher la carrière de Thomas Aspinall qui, à l'heure actuelle, est dans son prime. Et c'est littéralement la raison pour laquelle moi je suis complètement convaincu que Thomas Aspinall, il est vraiment très sous-apprécié par Dana White. Et en plus, si ce n'était que ça, on aurait été en mode, ok, Dana White, il se comporte mal avec le gars. Mais le fait que il est genre l'orgueil, non pas l'orgueil, genre aucun rapport, mais le fait qu'il ait l'audace, je veux dire, de partir sur des plateaux télé, de dire que Thomas Aspinall, il ne mérite absolument rien, alors que je vois pas ce que Thomas Aspinall, il pourrait faire de plus pour mériter son combat contre John Jones en fait. Même vous, les fans de John Jones, je sais pas si je sais que vous avez pas envie que John Jones affronte Thomas Aspinall, parce que, restons honnêtes pendant 2 secondes, John Jones ne peut pas battre Thomas Aspinall. Je pense qu'on peut être d'accord sur ça. Donc maintenant, je pense que même vous êtes d'accord avec le fait que Thomas Aspinall, il peut rien faire d'autre en fait. Qui défend des ceintures intérimaires? C'est pas un truc qu'on fait après avoir battu après avoir battu ton adversaire pour obtenir la ceinture intérimaire, tu affrontes le champion et tu deviens champion, ou tu perds et tu perds ta ceinture intérimaire. Mais c'est pas possible que dans une division, il y ait 2 ceintures. C'est aussi logique que ça. Après, il y a Alex Pereira. Pour Alex Pereira, je suis entre neutre, ce qui est vraiment très intéressant vu à quel point Alex Pereira, il est en train de faire des dingueries à l'UFC, de se rendre compte qu'il n'est pas super privilégié par Dana White également. Donc je suis entre neutre. Et quand même, tant bien que mal, plutôt privilégié. Parce que, on va pas se mentir, Alex Pereira, la raison pour laquelle, selon moi, il est plutôt privilégié, c'est tout simplement ce qui s'est passé très récemment contre Khalid Rountree Jr. Parce que Alex Pereira, il était censé, il avait plusieurs choix, donc c'est-à-dire qu'il pouvait soit, par exemple, monter chez les heavyweight, essayer de battre le vainqueur, essayer de prendre Thomas Aspinall, ou bien essayer de chercher un combat contre John Jones. Dana White lui a clairement dit, tu vas pas affronter John Jones. Donc, il n'est pas super privilégié non plus, tu vois. Mais un truc qui est intéressant à voir, c'est que lorsque tu regardes, et là je sais que je vais vexer certaines personnes, lorsque tu regardes le matchmaking, tu vas te rendre compte que Alex Pereira, la majeure partie du temps, on lui a pas vraiment donné de lutteur, à part Jan Blachowicz, mais quasiment à chaque fois on lui a juste donné des strikers, des gens qui vont se rester debout et l'affronter, tout en sachant qu'Alex Pereira va éteindre toutes ces personnes. Et c'est littéralement, selon moi, la raison pour laquelle Dana White a vraiment tout fait pour que Alex Pereira n'ait pas affronté Ankalaev, tout en sachant qu'Ankalaev, c'est le contender numéro 1 dans la catégorie des light heavyweights, mais Alex Pereira, n'aura pas affronté Ankalaev, qui lui sait vraiment lutter, même si la majeure partie du temps il met des KO et tout. Mais Ankalaev,
par son nom même. C'est un Dagestanais, il sait très bien lutter. Ankalaev, il pourrait peut-être soumettre Pereira, ce qui serait vraiment très dangereux, tu vois. Et c'est littéralement la raison pour laquelle Pereira, à la place de prendre ce. À la place, je veux dire, Dana White, à la place de donner ce risque à Pereira, que Pereira aurait très probablement accepté d'affronter Ankalaev, il lui a littéralement donné le numéro 8 de la catégorie en la personne de Khalil Rountree Jr., qui lui est un striker et qui va rester debout avec Pereira. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas de surprise si on se dit que Pereira va littéralement juste éteindre Khalil Rountree Jr. Selon moi, ça va être très rapide. Ok. Nick Diaz, il est détesté par Dana White. Là, je sais pas trop. Ça vole pas plus haut que ça en fait. Nick Diaz, Dana White l'apprécie juste pas. Je pense que c'est aussi simple que ça. Comme je l'avais dit en début de vidéo, Nick Diaz, il a simplement fumé un joint. Il a simplement fumé un joint après il s'est fait suspendre pendant 5 ans. Alors qu'il y a d'autres combattants qui se font attraper par les stéroïdes. Et que juste après, on leur donne des title shots. Shout out à Khalil Rountree Jr. qui vient de gagner un title shot contre Alex Pereira alors qu'il s'était fait suspendre pour les stéroïdes. Donc, ouais. Également, Nick Diaz. Il est clairement pas apprécié par Dana White à cause de cela. Également, je te dis, on est en train de le faire combattre jusqu'à présent. Genre, jusqu'à présent, le gars, on lui donne des. Il y a moins d'un mois, je me souviens, il était censé se battre contre Vincent Luque, exactement. Et ça, c'est littéralement. C'est le genre de combat que l'on fait pour terminer ta carrière. C'est le genre de combat que l'on fait pour t'achever. Et jusqu'à présent, il est toujours dans le roster de l'UFC et on le fait combattre jusqu'à présent. Donc, selon moi, Dana White, il l'apprécie vraiment pas, ce gars. Et c'est ça que je veux dire. Il lui donne des combats qu'il sait très bien qu'il va perdre. Donc, Demetrius Johnson également, il est détesté par l'UFC. Je pense que je vais pas vraiment perdre de temps sur ça. Ça, c'est une vérité qui est connue. Demetrius Johnson, Dana White ne va jamais le considérer parmi les combattants parmi les GOATs simplement. Alors que vraiment, que ce soit en termes d'accomplissement, en termes de palmarès, il a vraiment tout fait pour entrer dans la catégorie des GOATs. Mais on ne lui a jamais donné la reconnaissance qu'il méritait. On ne l'a jamais suffisamment payé également. C'est la raison pour laquelle il est parti au One. Parce que l'UFC ne le payait tellement pas à sa juste valeur. Et ça, c'est littéralement insultant. Donc selon moi, Demetrius Johnson, il est clairement détesté. Bo Nickal, il est plutôt privilégié. Et pour Bo Nickal également, je vais y aller vite. C'est tout simplement parce que il a combattu dans la carte principale de l'UFC 300 alors qu'il n'est même pas dans le top 15 de la catégorie des middleweight. Il n'y a aucune logique, absolument aucune logique, alors que derrière lui il y a des combattants comme Jiri Prochazka qui se battait, Aljamain Sterling, Davison Figueiredo, Cody Garbrandt. Il y avait vraiment d'anciens champions, genre des combattants bien plus intéressants, des bien plus grands noms qui se battaient dans les cartes préliminaires et pré-préliminaires. Donc, ouais, Bo Nickal, il est privilégié en ce sens. Khamzat Chimaev, il est également plutôt privilégié. Il est plutôt privilégié ou il est super privilégié, Khamzat? Les gars, soyons honnêtes. Bon, il n'a pas encore eu de title shot, disons qu'il est plutôt privilégié, mais il est vraiment plutôt privilégié, tu vois. Parce que Khamzat Chimaev, honnêtement, les gars, si ce n'était pas Khamzat Chimaev, je vois pas un autre combattant. Si c'était pas genre, je veux dire, je vois pas un combattant banal qui aurait pu rater 8 livres lors de la pesée et que Dana White soit juste en mode ok, c'est pas grave, on va trouver un autre adversaire. Non, normalement, si tu rates ça, là t'as de gros problèmes, genre t'as vraiment de gros problèmes. Mais malgré ça, on continue à lui donner des main events pour les UFC Abu Dhabi. L'UFC continue à faire des efforts pour à chaque fois le faire combattre à Abu Dhabi. Genre vraiment, l'UFC fait tout pour le mettre bien. L'UFC essaie de le faire monter dans les rangs rapidement. Il est numéro 11 de la catégorie des middleweights. Et il est censé prendre Robert Whittaker. Genre, vraiment, l'UFC est en train de tout faire pour que Khamzat soit champion. Et ça fait depuis 2021 que l'UFC est un petit peu en train de faire un forcing sur Khamzat pour que Khamzat devienne champion. On dirait que c'est le gars qui a pas envie de devenir champion. Bon, ok, là, c'est un petit peu méchant ce que je suis en train de dire. C'est pas lui qui n'a pas envie de devenir champion, mais c'est son système immunitaire qui ne veut pas qu'il devienne champion. Volkanovski, bon, je suis neutre. Bon, je veux dire, c'est neutre par rapport à Dana White. Volkanovski n'est pas particulièrement privilégié, il n'est pas sous-apprécié par Dana White. Pour Volkanovski, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il s'est fait battre par Ilia Topuria par KO et juste après, il voulait avoir un rematch automatique, mais on lui a dit non, il faut que tu attendes. Et donc, ouais, maintenant il attend le vainqueur de Topuria contre Holloway et probablement il va affronter ce vainqueur. Donc si c'est ça qui se passe, selon moi, il n'est pas particulièrement privilégié, il n'est pas non plus sous-apprécié. Volkanovski c'est neutre. Sean Strickland, il est sous-apprécié également, il n'est pas du tout assez payé alors qu'il est champion, il a été, genre c'était l'ancien champion de la catégorie des middleweight. Également, on le fait voyager à chaque fois qu'il est censé se battre. On le fait combattre dans d'autres endroits, on le fait quasiment jamais combattre aux États-Unis.
Ouais, également. Ouais, c'est vraiment ça, genre, par rapport à Sean Strickland. Sean Strickland, l'UFC ne le déteste pas, on va pas se mentir, mais ne l'apprécie pas. Également, en grande partie, c'est dû à toutes les choses qu'il dit au micro. Et genre, ça, c'est des choses qui ne sont peut-être pas trop politiquement correctes. Et donc, ça fait que marketer Sean Strickland, c'est un peu plus compliqué. Sean O'Malley, il est vraiment privilégié. Mais pas autant que d'autres combattants quand même. Je ne veux pas dire qu'il est aussi privilégié que John Jones, mais il est vraiment privilégié parce que, comme par exemple, je peux te donner l'exemple du moment où par exemple Sean O'Malley, j'espère que je ne dis pas Sean Strickland depuis tout à l'heure, mais je peux te donner par exemple le moment où Sean O'Malley, il était carrément, il avait eu un combat contre Peter Yan et qu'il a gagné ce combat par décision partagée, mais que c'était vraiment très controversé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui disaient que Sean O'Malley s'est tout simplement fait laver par Peter Yan. Tu peux regarder ce combat, moi je suis pas totalement sûr, mais j'ai l'impression que. En tout cas, je vois pourquoi est-ce que certaines personnes vont dire que Peter Yan a battu Sean O'Malley, genre c'est vraiment compréhensible. Mais après avoir eu un combat aussi serré, et je te précise que le combat qu'il avait eu avant, c'était contre Pedro Munoz. Et ce combat s'est terminé par un no contest. Donc il a eu un no contest, un combat super serré qu'il a argumentablement perdu. Et automatiquement après, on lui donne un title shot contre Aljamain Sterling. Si c'est pas du privilège, je sais pas c'est quoi ça. Francis Ngannou, il est détesté également. Il n'y a pas grand chose à dire. Francis Ngannou, il était pas du tout assez payé pour un champion de l'UFC, ni pour un combattant de l'UFC. Et ouais, Dana White lui a toujours mis des bâtons dans les roues. Dana White a toujours critiqué Francis Ngannou. De toute façon, tu connais très probablement l'histoire. Et c'est littéralement la raison pour laquelle Francis Ngannou il a fini par quitter l'UFC. Et c'est également l'une des raisons pour lesquelles John Jones il est autant. Ça m'énerve que je puisse pas dire ce mot là sur YouTube, mais Dana White, c'est littéralement la raison pour laquelle c'est un si gros fan de John Jones, on va dire, tu vois. Donc voilà, et le dernier, je pense que c'est vraiment évident, Conor McGregor, super privilégié par Dana White. Et je vais te donner un seul exemple par rapport à ça. C'est tout simplement le. Bon, je vais pas te donner un seul exemple, parce que quand même, Conor McGregor, c'est exagéré. Je peux te donner par exemple le fait que Conor McGregor il a fait un combat de boxe contre Floyd Mayweather alors que l'une des règles d'or dans l'UFC c'est que nous ne faisons pas de copromotion donc on fait pas de copromotion avec d'autres organisations, ce que Dana White a pourtant fait pour Conor McGregor tout simplement parce que Conor McGregor c'est la poule aux œufs d'or de l'UFC. Ouais, également, Conor McGregor, on lui a donné un title shot dans la catégorie des lightweight qu'il ne méritait quasiment pas. Genre, je veux dire, sans défense de ceinture dans la catégorie des featherweight, un petit peu pour le pousser vers le statut de double champ. Et ouais, donc c'était un petit peu tout par rapport à ces certains combattants de l'UFC. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que j'ai été trop cruel par rapport à un combattant? Est-ce que j'ai pas été assez cruel par rapport à un combattant? Tu me dis ce que tu en penses. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out!